Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir, chère Aline. On va tout de suite passer au vif du sujet avec vous. L'homme, la machine, la fusion. Qu'est-ce que vous nous dites? Tout d'abord, je vais vous dire que j'ai été extrêmement favorablement impressionné par le titre de ce premier Festival des idées. Il est d'une ambiguïté remarquable dont il ne faut pas sortir. D'ailleurs, chacun sait que l'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et par conséquent, je demande que l'on reste dans celle-ci. Être machine, en effet, peut s'entendre comme les relations entre l'être et la machine. Par conséquent, être machine, c'est les rapports entre l'être et la machine, mais également le questionnement: sommes-nous des machines? Deviendrons-nous des machines? Et enfin, troisième questionnement, la machine sera-t-elle un être? Eh bien, ma foi, puisque j'ai décidé de ne point sortir de l'ambiguïté, je vais aborder ces trois aspects successivement. L'être et la machine, l'être qui devient machine, et la machine dans ses relations avec l'être, et est-elle elle-même un être? Tout d'abord, il faut bien voir que si l'on considère la machine dans son sens le plus élémentaire, c'est-à-dire un dispositif au service de l'homme pour en accroître les capacités, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'homme sans rapport, sinon avec la machine ou avec l'outil. Est-ce que machine et outil, c'est la même chose pour vous? On va dire que la première des machines, la plus simple, est en effet l'outil, qui deviendra la machine-outil, après une longue évolution. Le premier humain, Homo habilis, comme son nom l'indique, est un homo faber. Et d'ailleurs, on considère que les primates non humains deviennent humains lorsqu'ils se mettent à perfectionner, de manière un peu remarquable, leurs outils. Et puis, vous le savez bien, ensuite, le perfectionnement des outils devient absolument phénoménal. Et d'ailleurs, il s'accroît de manière exponentielle, puisque les nouveaux outils qui sont développés sont eux-mêmes utilisés pour perfectionner ceux qui le seront. Et on aboutit, in fine, après 2 200 000 ans, à la machine-outil. La machine-outil est extrêmement impressionnante. Elle fabrique à notre place tous les objets de la vie quotidienne. Il ne nous viendrait pas à l'idée de fabriquer comme cela, à main nue, nos téléphones portables, nos fétous, nos casseroles. C'est impossible. Je regarde ce qu'il fait parce qu'il est très marrant. Voilà. Il ne nous viendrait absolument pas à l'idée de faire cela. Et donc, nous sommes intimidés par les machines-outils. Mais peu importe. Si l'homme est intimidé par la puissance de l'outil devenu machine-outil, qui démultiplie considérablement les pouvoirs de la main, il conserve l'essentiel de son humanité, qui n'est pas exactement là. Certes, il y a une relation entre la main et l'humanité. Il n'empêche que, ma foi, la main est celle de l'artiste, de l'artisan, et tout cela mu par l'esprit, nous sommes encore totalement satisfaits. Mais ensuite, au départ sous la forme des premiers bouliers, des premières abaques, et puis des premières machines de Turing, des premiers ordinateurs, ne voilà-t-il pas que les outils sont devenus des outils pour démultiplier le pouvoir de l'esprit? Et c'est ce dont je parlerai plus particulièrement. Vous datez ça de quand? Bon, écoutez, la machine de Turing, que vous voyez, c'est le milieu du XXe siècle. Milieu XXe. Voilà. Les bouliers, c'est déjà au XIIIe siècle, au XIIe siècle, il y a des bouliers, même avant, sans doute. Donc, si l'on prend les premiers dispositifs pour aider les opérations de l'esprit, c'est extrêmement ancien. Ces nouvelles machines sont arrivées aujourd'hui à ce que nous connaissons, et ce sur quoi va se focaliser ma discussion, mes propos à propos de ces relations entre l'être et la machine.
Cet ensemble, c'est d'une part la possibilité de stocker de manière pratiquement sans limite des données, le big data. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite théorique dans le stockage des données et on est en train de développer des nouveaux supports qui permettront de rendre éternel le stockage des données, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sont des travaux extrêmement importants. Donc l'humanité va avoir à sa disposition une quantité, commence à avoir pratiquement infinie, en tout cas sans limitation théorique, de données. Premièrement. Deuxièmement, pour faire un travail de mineur, en quelque sorte de prospection, et aller se servir de ces données, les méthodes algorithmiques, les algorithmes, de plus en plus élaborés, de plus en plus dédiés, de plus en plus précis, permettent réellement de s'en servir. Deuxième ensemble. Ces algorithmes qui permettent d'extrapoler, d'aller faire un travail de mineur, de prospecteur dans les banques de données, se mettent à être utilisés pour créer des procédures dont sont capables des robots, y compris des robots humanisés, mais pas obligatoirement, de plus en plus performants. La robotique, l'électronique, les big data, les algorithmes. Vient s'ajouter maintenant un dernier axe de recherche extrêmement intéressant qui vient de la réflexion sur la circuiterie neuronale qui permettent à l'entendement de se manifester. Quel est le support, en termes de circuiterie, le support cellulaire de l'entendement humain, de l'esprit, de l'intelligence. Et ça va donner l'intelligence artificielle qui fait en sorte que ces systèmes, ces robots, quelle que soit leur forme, ces robots se mettent non seulement à pouvoir se servir de données illimitées, mais se mettent à pouvoir de manière autonome, fort de l'expérience, enrichir ces données, enrichir les algorithmes et enrichir les procédures. Et par conséquent, les dispositifs deviennent auto-entretenus dans leur accroissement continu de performance. Et en effet, et auto-apprenant. Absolument. L'algorithme apprend de ses propres erreurs, donc il a en fait une sorte d'esprit humain ou pas? Alors, ce n'est pas un esprit humain, si vous permettez, mais il n'empêche que ces systèmes sont extrêmement impressionnants. D'ailleurs, il faut bien considérer que, compte tenu de ce qu'ils sont, dans toutes les tâches de l'esprit humain, où il s'agit de faire appel aux connaissances et à leur association optimale, ces machines deviennent totalement imbattables par l'esprit humain. Totalement imbattables. Et c'est le domaine du triomphe, du massivement quantitatif sur le brillamment qualitatif. Et cela est vrai dans tous les domaines. Je vais donner quelques exemples. Cela est vrai dans tous les domaines. Déjà dans ma carrière de généticien, vous avez rappelé que quand j'étais jeune, tout petit garçon, j'étais généticien, et je clonais des gènes. Cloner un gène, c'est compliqué, il y en a 22 000 dans le génome humain, il y en a plus dans le génome du riz encore, et donc c'était un peu chercher une aiguille dans une meule de foin. Arriver à trouver l'aiguille en triant brin par brin, c'est absurde. Et donc, de ce temps-là, le plus intelligent, le plus subtil, le plus astucieux, celui qui avait la stratégie la plus innovante, c'était le meilleur chercheur. C'était formidable. C'était le triomphe de l'esprit humain. Sauf que ça, c'est totalement terminé. Parce qu'aujourd'hui, les machines ont un tour de main, trient brin par brin, et isolent le gène. Et donc, définitivement, le totalement quantitatif l'a emporté. Un autre domaine, on le sait bien, c'est que dans des jeux qui sont des jeux d'intelligence, jeux de Go, jeux d'échecs, vous voyez bien que si une machine est capable de prévoir 100 coups à l'avance, les 100 coups de l'adversaire, toutes les possibilités d'y répondre, et toutes les réponses de l'adversaire en fonction de la réponse qu'on oppose à chacun de ces coups, 100 coups à l'avance, cette machine est totalement imbattable. On ne peut pas imaginer d'un point de vue théorique comment cette machine
peut être battu. Et d'ores et déjà, il faut se faire à l'idée que dans ces jeux considérés comme le summum de l'intervention de l'intelligence humaine, des échecs, pensez donc, mais c'est vrai de tout, je ne parle même pas des jeux de cartes, alors c'est vulgaire, ces machines sont définitivement supérieures. Elles sont les meilleures. Voilà. Alors, évidemment, là, il y a un défi. Parce que être intimidé par le pouvoir des machines-outils, au point qu'on ne veut pas rivaliser avec elles, je vous l'ai dit, cela n'affecte pas et ne représente pas un défi pour notre humanité. En revanche, être intimidé par les machines à penser, au point de leur déléguer ce que nous faisions auparavant, c'est-à-dire de penser, c'est un tout autre défi pour notre humanité. Et on en est là. Et j'aimerais maintenant vous indiquer, si jamais vous n'en aviez pas pris conscience, pourquoi, comment, il s'agit là d'un bouleversement de nos sociétés qui est sans doute plus important encore, au moins aussi important, je me retourne, au moins aussi important que... Excellent celui-là. Ouais, au moins aussi important que l'invention de l'écriture. C'est-à-dire que ce qui est en train de se mettre en place, c'est un bouleversement total de notre manière de concevoir l'université, aussi, je vais en parler, les idées, depuis le néolithique. Pourquoi je dis le néolithique? Parce qu'au néolithique, les chasseurs-cueilleurs, chacun faisant tout, se sont mis à se spécialiser. Oui. Il y a eu les curés, les prêtres, les soldats, les potiers, les agriculteurs, etc., etc. Et de plus en plus, la spécialisation s'est développée. Ma consoeur et amie très chère, Marie-Christine Le Mardelet, le président Houllier, tous les universitaires qui sont là, savent que dans la novlangue universitaire, nous disons la main sur le cœur, nous essayons de transmettre des connaissances et des compétences. Voilà. Et donc, la compétence et les connaissances du spécialiste étaient censées être bien supérieures aux connaissances et aux compétences des gens du commun. Voilà. Et puis, à la fin du XXe siècle, vers les années 90, une question extrêmement hérétique a émergé. Certainement, le spécialiste est supérieur à n'importe qui d'autre. Mais si on prend la quantité minuscule de connaissances qui existent chez des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes, et qu'avec une plateforme participative, on peut mettre ces bribes de connaissances, est-ce que l'on ne va pas avoir l'équivalent, et bien au-delà, des connaissances particulières de n'importe quel spécialiste? Et c'est ainsi que l'on est passé de l'Encyclopædia Britannica à Wikipédia. Donc c'est l'intelligence collective qui reste humaine. Voilà, ça reste l'intelligence collective, mais naturellement une remise en cause oui, tout à fait, de la spécialisation. En 1793, la Convention a supprimé les facultés de médecine, en considérant que tous les honnêtes citoyens avaient une bribe du savoir de soigner, et que c'était un privilège indu que de former un corps social qui s'arrogeait le droit de soigner. En fait, ce n'était pas tout à fait au point, et Bonaparte exactement, en 1801, les a réinstitués. Mais le problème se pose, en réalité. Est-ce qu'avec les plateformes participatives, demain, on ne va pas reprendre ce vieux dessin de la Convention? Je vais vous dire, en réalité, dans des domaines évidemment moins prestigieux. Mais qu'est-ce que c'est qu'Uber? Avant, il y avait une spécialisation de chauffeur du taxi. Mais n'importe qui, évidemment, avec une plateforme peut être chauffeur de taxi. Il y avait des spécialisations d'hôtelier. Et le permis de conduire, quand même. Voilà, et le permis de conduire. N'importe qui peut, en réalité, devenir hôtelier. Et ça, c'est Airbnb. N'importe qui peut devenir loueur de voitures, c'est Blablacar, etc., etc., dans un nombre de domaines croissants. Encore, on va dire, de niveau ajouté relativement faible. Mais ça n'a pas de raison de s'arrêter. Ça n'a pas de raison de s'arrêter là. Donc un bouleversement absolument considérable qui est une remise en question de l'importance de la spécialisation et de la personnalisation des connaissances et des compétences. D'ailleurs, il y a eu à ce moment-là une illusion incroyable. L'illusion incroyable était que c'était, comme vous me le dites, comme quoi cette illusion a eu quelque effet chez vous. Certainement. Le triomphe de la vision généreuse d'une intelligence collective.
Wikipédia, voilà, l'humanité entière va considérer qu'il y a un méga esprit qui a abouti à cette possibilité-là. Mais simplement, les datas indispensables, ben, ils ne sont pas publics. De plus en plus, ils sont totalement privés. Aujourd'hui, sans doute 95% des datas sont propriétés protégées incroyablement de Google et de Facebook et de quelques autres, mais incroyablement. Et par conséquent, pour toutes ces activités qui reposent sur des plateformes, le possesseur de la plateforme et le possesseur des datas devient en réalité le nouveau maître du jeu. Tout à fait. Et une nouvelle forme économique se développe qui est tout aussi inégalitaire que les autres, d'autant plus inégalitaire que toutes les individualités qui se servent d'une plateforme participative ne sont pas protégées par des conventions collectives, sont des individualités, mais ont en réalité un employeur, sont parfaitement exploitées, et on en est à ce stade-là. Voilà, par conséquent, l'évolution extrêmement importante des rapports entre l'homme et la machine. Alors, un des domaines où la révolution est tout à fait évidente, je faisais une conférence sur ce sujet ce matin, figurez-vous, c'est le domaine de la médecine. Oui, tout à fait, on va en parler. Voilà, dans le domaine de la médecine, on voit bien que aucun médecin, quelle que soit son expérience, sa lucidité, ne peut être supérieur à une machine à diagnostiquer qui, elle, n'a pas de biais cognitif, de biais supposé, n'a pas de trou de mémoire, et c'est tout. J'ai rappelé ce matin qu'il m'est arrivé dans ma vie de médecin de faire, j'en ai fait plusieurs, mais une erreur diagnostique particulièrement grossière et stupide. J'ai vu un brave homme qui avait des grosses gencives et des dents qui bougeaient avec des péchés, c'est-à-dire un petit purpura. C'est un tableau clinique d'une maladie extrêmement connue que de ma vie, j'avais jamais rencontré. Ah oui. Il avait le scorbut. Il était du Berry, il avait le scorbut. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'ai jamais de ma vie rencontré quelqu'un qui avait le scorbut. J'ai pas fait un diagnostic de scorbut. Aucune machine aurait manqué, ce qui était absolument évident, le diagnostic de scorbut, et ça, c'est absolument généralisé. C'est vrai également pour ce qui est de l'examen clinique, avec les ultrasons, qui non seulement donnent une imagerie, mais se mettent à palper les organes. On voit très bien que l'intervention médicale, technique en tout cas, pour parvenir au diagnostic, faire un pronostic, et sur une base probabilistique, dire quels sont les meilleurs traitements, sera de plus en plus faible. Et comme les appareils pour opérer les malades seront de plus en plus autonomes, d'ores et déjà, ce sont des robots qui sont mus par les chirurgiens, qui sont devant leur ordinateur, mais de plus en plus, tout cela devient relativement autonome, surtout avec le moment de l'intelligence artificielle. La question qui se pose, c'est que seront les facultés de médecine demain? Je vous le dirai à la fin. Bon, très bien. Voilà. Deuxième point qui est être machine. Est-ce que on est d'ailleurs toujours dans la médecine, puisqu'on parle d'hommes bioniques, c'est-à-dire d'organes. Voilà, je vais vous parler d'hommes bioniques. Vous voulez, Aline, hein? Absolument. Voilà. Je ne rêve que de ça. Ah, je vois bien, d'ailleurs. Il y a quelque chose comme une certaine avidité oculaire dans vos yeux. L'homme-machine. Alors, oui, il existe déjà, hein. Et d'une certaine manière, il faut s'en réjouir. Je vais vous donner un exemple. À l'heure actuelle, il y a des soldats qui essayent de reprendre Mossoul dans un combat de rue absolument épouvantable. Il y a des troupes occidentales qui les aident. Imaginons qu'un soldat irakien ou qu'un soldat américain qui est engagé contre Daesh à Mossoul, il y en a eu tant, saute sur une mine, et un soldat est encore vivant mais très gravement blessé. Il perd les 4 membres. Il perd les 2 yeux, évidemment l'audition, et il a un traumatisme cardiaque extrêmement grave. Grâce à la technologie, on lui met 4 prothèses de membres, mues par la volonté très finement. On remplace les yeux qui sont détruits par un dispositif photosensible envoyant directement les impulsions nerveuses au niveau du lobe occipital, de telle sorte qu'il retrouve la possibilité de penser des images qui sont ainsi dont le signal électrique est transmis à son cerveau. Et évidemment, l'audition, il n'y a pas de problème. Et le cœur artificiel marche mieux qu'il marche aujourd'hui, on lui implante un cœur artificiel. C'est un homme bionique, c'est un homme bionique, c'est un cyborg, mais c'est avant tout un homme. C'est avant tout un homme auquel on rend son autonomie, auquel on rend sa possibilité de pleurer,
de rire, d'être amoureux, d'espérer, de vouloir un avenir. Et donc, cette manière d'imaginer l'homme bionique ne me pose aucun problème. C'est le triomphe, naturellement, en soi de la médecine. Et demain, l'homme bionique, il est déjà un peu parmi nous, il sera de plus en plus parmi nous. Il n'y a nullement à s'en inquiéter. Tout autre est la question de la modification de l'humain, aussi bien d'ailleurs par l'intermédiaire de sa bionisation, c'est-à-dire de la création des hommes bioniques, ou alors en utilisant des systèmes type, n'est-ce pas, président Houllier, CRISPR-Cas9, ces nouveaux outils extrêmement précis pour modifier l'ADN, essayer de créer des lignages de surhommes. Le transhumanisme. Le transhumanisme pose une question très différente de celui de l'homme bionique réparé. C'est que derrière le projet de transhumanisme, il y a l'idée de modifier totalement ce qu'était le dessin traditionnel de la médecine et des sciences liées à la médecine. La médecine cherche à, on va dire, compenser, à traiter les inégalités de nature. Quand on permet à un handicapé de marcher, de voir, quand on permet à un malade d'être autonome et sain, eh bien, évidemment, ces inégalités de nature, on les guérit. Oui. C'est formidable. Et ne voilà-t-il pas qu'avec ce projet, ce dessin, cette idéologie du transhumanisme, ce que l'on veut créer, ce que la science veut créer, et y compris la science qui travaille sur le corps, c'est l'émergence de nouveaux lignages d'aristocratie améliorée. C'est-à-dire un virage total, complet de ce que sont les dessins de la science. Et le problème, naturellement, n'est pas en soi de la distance entre la nature et l'homme réparé avec des méthodes bioniques, c'est magnifique. Il est des dessins même de la science. Est-ce qu'elle va être utilisée pour compenser les inégalités de nature ou bien pour les aggraver? Mais c'est bien des dessins humains, pour le moment. Alors, pour l'instant, ce sont des dessins humains. Je vais donc aborder, puisque vous me mettez au défi, et j'ai toujours relevé les défis, je vais donc aborder maintenant la troisième partie de ma réflexion. Cette troisième partie de ma réflexion, c'est la machine sera-t-elle un être et où l'être trouvera-t-il à persister dans ce monde de la machine? Donc, nous précisons, et le monde que j'annonce n'est pas du tout de la science-fiction. Ça sera ainsi, ça ne peut pas être autrement. Dans tous les domaines, de toutes les tâches humaines, où le massivement quantitatif, sans aucune limite, peut remplacer l'esprit humain, alors l'esprit humain sera inférieur à ce qu'apporte la machine. Jusqu'à il y a peu encore, c'était nous qui alimentions la machine en ce qu'elle savait. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, la machine sera auto-entreprenante, auto-améliorante, auto-performante. Et cette machine arrivera à modifier, y compris ses procédures. Et donc la question se pose, mais alors cette machine-là, cette intelligence artificielle, qui est d'une très grande bêtise en réalité, le massivement quantitatif est d'une très grande bêtise, mais il n'empêche que la très grande bêtise, quand elle est aussi puissante que ça, devient largement plus performante que notre brillante intelligence. C'est ça le défi, en réalité. Quelle place restera-t-il à l'humain? Vous avez bien vu que la société sera tout à fait modifiée, tous les métiers seront modifiés. La médecine d'abord. La médecine, qu'est-ce que je vais apprendre aux médecins demain? Alors, on a tout de même un domaine. Et ce domaine, je vais vous le dire, et je vais l'introduire par un autre aspect. Dans le domaine des sciences sociales, jadis, moi quand j'étais président d'université, je formais des sociologues, c'était plus vrai d'ailleurs car c'était déjà le cas que je vais vous conter, mais normalement parmi les sociologues, le petit nombre qui ne devenaient pas professeurs de sociologie ou chercheurs en sociologie, il y en avait qui arrivaient à se placer dans le privé. Et donc ils faisaient des enquêtes, notamment des enquêtes de choix des consommateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai du tout, c'est plus comme ça. Avec Google et avec la connexion, la vie privée n'existe plus. Comment fait-on, par exemple, pour connaître les goûts des femmes enceintes et les démarcher? Ben, c'est très simple, voilà comment on a fait. On a pris 2-3 000 femmes enceintes, le secret médical n'existe pas non plus, 2-3 000 femmes enceintes, et on s'est mis, pendant 6 mois, à tout repérer d'elles,
À quelle heure se lève-t-elle et téléphone-t-elle? À quel site se connecte-t-elle? À qui écrivent-elles? Avec Google Earth ou des appareils comme cela, qu'est-ce qu'elles se mettent à planter dans leur jardin? Qu'est-ce qu'elles vont acheter? Quel spectacle vont-elles voir? Tout un ensemble, tout de la vie des femmes enceintes. Pendant 6 mois. Des petits big data, un algorithme, 95 à 98% des femmes repérées par l'algorithme sont enceintes. Et elles reçoivent, par conséquent, le démarchage pour les produits ou les services de grossesse. C'est comme ça qu'on fait. Oui, je sais bien. Et c'est comme ça qu'on fait dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. Mais il y a 2 chiffres là à considérer. Et peut-être une erreur d'optique. Le chiffre important n'est peut-être pas celui que l'on croit. Le chiffre important n'est sans doute pas le chiffre de 95 à 98. C'est 2 à 5% des femmes qui sont irréductibles à la reconnaissance par l'algorithme. Ça veut dire qu'il y a 2 à 5% des femmes qui ne font pas comme les autres, qui sont indétectables. Mais est-ce qu'il faut être étonné de cela? En réalité, pourtant vous êtes une femme remarquable, Aline, je vous connais depuis si longtemps. Et moi, je ne suis pas remarquable, mais enfin, bon. Dans l'immense majorité de ce qu'on fait, eh ben, on fait ce qu'on a toujours fait. Ah oui. On imite les autres, on reproduit la même chose. Notre originalité s'exprime de manière exceptionnelle. Dire que, ma foi, notre originalité ne s'exprime que dans 2 à 5% de notre activité est nullement perturbant. Tout à fait. C'est nullement perturbant. Et c'est ce que ces méthodes nouvelles, que l'on appelle d'analyse prospective, mettent en évidence. Ça, c'est important. Je reviens effectivement à la médecine. Il y a une part d'irréductibilité. Il y a une autre part qui empêche la machine d'être un être comme nous. Vous, Aline, vous êtes un esprit raisonnant, mais il vous est arrivé sans doute, par moments, j'en suis absolument persuadé, d'avoir votre gorge qui s'est serrée, votre cœur qui a battu la chamade, d'avoir des moiteurs, des paumes, des aisselles, de sentir qu'il y avait des phénomènes d'excitation sexuelle. Cela m'est arrivé parfois, exceptionnellement. Et ce qui fait votre esprit humain, ce qui fait votre psychisme humain, est en réalité un dialogue permanent entre votre être raisonnant et votre être sensitif, votre être passionné, le langage entre l'esprit et le corps. Le gros problème de la machine est qu'elle n'a pas de corps. La machine n'a pas de corps et elle n'a pas de sexe. La machine est profondément asexuée. Alors, je peux fabriquer et programmer des machines pour reproduire des stéréotypes de sexe. Mais vous allez bientôt faire une performance sur la sexe-machine qui fait jouir. Moi, j'aurais aimé que vous fassiez une performance sur la manière de faire jouir les machines. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment on peut faire jouir les machines, en tout cas comme nous jouissons. Notre esprit est profondément cela. Ça a une importance dans tous les domaines. La médecine. La médecine, certes, je vous ai dit, la machine fera mieux que moi un diagnostic, un pronostic, etc. Mais 50% d'efficacité de la médecine, c'est, ma chère Aline, madame, dites-moi ce que vous avez. Eh bien, voilà, comment vont vos enfants? C'est-à-dire la relation humaine. Oui, c'est la relation humaine. Mon fils, Jean-Emmanuel, il est médecin-chef à Foch, appelle ça la bisouthérapie, et moi j'appelle ça la calinothérapie. Eh bien, la bisouthérapie et la calinothérapie... Ça marche. Ça marche, et c'est au moins 50% de la médecine. Et la machine, pour la raison que je vous ai dit, elle m'est très inférieure en bisouthérapie et en calinothérapie. Elle m'est très inférieure. Je suis sûr. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Sauf que, évidemment, si demain, la bisouthérapie et la calinothérapie deviennent si importantes dans les études médicales, eh bien, il faut changer complètement ce que l'on apprend aux futurs médecins. Aujourd'hui, un futur médecin va réussir sa première année commune des études de santé, dans 80% des cas, dans 70% des cas, s'il est, à Paris-Descartes en tout cas, à Paris-Diderot aussi, s'il est mention très bien, bac S, voilà. Ouais. Bac S, mention très bien, ça marche. Autrement, ça devient un peu plus compliqué, réellement. Honnêtement, être bac S, mention très bien pour faire de la calinothérapie et de la bisouthérapie, il n'est pas sûr que ce soit absolument indispensable. Bah oui, et donc, dans 20 ou 30 ans, on va être face à un problème majeur
Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux futurs médecins, compte tenu du fait que l'intervention médicale sera totalement différente? Et puis il y a un autre problème. C'est que dans cette irréductibilité à l'analyse prospective de nos comportements, de nos désirs, il y a sans doute là où se niche la fulgurance créative. C'est-à-dire la jeune fille à la perle. C'est-à-dire un nocturne de Chopin. C'est-à-dire l'air d'alto d'Harold en Italie, de Berlioz. Des moments absolument inouïs. Et ça, la machine, elle est un peu inférieure à nous. D'autant plus que Pablo Picasso nous a dit, et il a raison, il a dit, l'art est sexué ou n'est pas. Or, la machine est profondément asexuée, jusqu'à preuve du contraire. Regardez, et donc... Mais là, elle a beaucoup progressé déjà. Elle a beaucoup progressé. Elle a bien progressé, oui. Par conséquent, voilà, je vais terminer cette réflexion par une affirmation extrêmement optimiste. À travers la bisothérapie, à travers la calinothérapie, à travers l'émoi dans lequel vous me mettez, Aline, quand je vous vois, à travers la fulgurance créatrice, alors il y aura encore un perchoir inaccessible à la machine pour l'humanité. Je crois qu'il faut applaudir. Vous étiez parfait.